Bonjour mes amis, bonjour mes très chers abonnés et non abonnés, bonjour chers téléspectateurs et bonjour. Aujourd'hui sur vos écrans, vous allez découvrir une vidéo merveilleuse sur un film non moins merveilleux. À l'occasion de la sortie au cinéma du film Alien Romulus le 14 août, je vous ai demandé sur l'onglet communauté de YouTube de choisir entre deux films sur le même thème dont je pourrais parler en vidéo. Vous pouviez choisir entre Prometheus et Alien vs Predator. Vous avez été plus de 10 000 à voter, je vous remercie grandement pour votre participation. Et c'est donc Prometheus qui est arrivé en premier, mais pas de beaucoup. Alors, il est très important pour moi que vous compreniez, si vous voulez, qu'au départ, moi j'ai fait ce petit sondage pour vous amuser, pour vous distraire, pour divertir la plèbe, et surtout pour vous donner, si vous voulez, cette impression, cette petite sensation que vous pourriez avoir une quelconque influence sur mon choix de film. Mais vous vous en doutez quand même bien, j'espère, que ce n'était qu'une simple diversion, et qu'au final je me torche du résultat, et que peu importe ce que vous choisirez, je parlerai bien du film que je veux parce que je ne suis qu'un sombre connard. Absolument. Ça c'est ce que vous pensez, je l'ai lu plein de fois dans les commentaires ça. Mais pour cette fois, et parce que c'est vous, j'ai décidé d'être compréhensif, d'être indulgent avec votre choix. C'est mon côté magnanime. Je respecterai donc le résultat, et je vous parlerai aujourd'hui de Prometheus, ce chef-d'œuvre de Ridley Scott. Et pour tous les autres qui ont voté Alien vs Predator, eh bien je peux déjà vous dire que je parlerai également de ce film dans la prochaine vidéo pour vous rendre hommage. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Bien sûr que si. Et désormais vous m'appellerez Yann Solo, le Clément. Générique. Alors, il fait 45 degrés à l'ombre, j'en peux plus, je suis chez moi, j'ai pas encore de clim, je peux pas mettre de ventilateur parce que ça fait du bruit, je peux pas ouvrir la fenêtre parce que ça ferait du bruit aussi, donc je n'en peux plus, j'ai hyper chaud. Et j'ai déjà prévu tous les t-shirts que je mettrai dans la vidéo parce que un t-shirt ça va me faire 3 minutes avant qu'il soit complètement trempé. Imaginez. Vous imaginez là? Imaginez quoi? Ben ce que tu veux, imagine. Imagine tout le monde, tous les gens. Imagine all the people. Imagine par exemple, you are en train de téléphoner, tu vois, en train de te prendre la tête avec ton pote parce qu'il te jure que la prochaine série Star Wars, elle va être bien, tu vois. Et d'un coup d'un seul, tu lâches ton téléphone et il se casse en 1000 morceaux. Hostie de calice de maudit tabarnak. Eh bien mes amis, j'ai la solution. Car voici Castify. Ça mes petits potes, c'est certainement la meilleure coque de protection que vous pourrez offrir à votre téléphone. Car il le mérite, et vous aussi. Mais malheureusement, l'accident n'est jamais très loin. Une chute peut arriver. Et quand tu pètes ton téléphone à 1200 balles, t'es bien vénère. Là, tu te dis, c'est foutu, voilà, je vais devoir vendre mon gamin pour m'acheter un nouveau téléphone. Quoi? Ah oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, il y a des priorités. Bon, un gamin, tu peux en refaire. Heureusement, Castify est là pour sauver la vie de ton enfant. Ces coques, c'est pas juste des bouts de plastique, les gars. C'est de la haute technologie, mon pote. C'est comme si ton téléphone se retrouvait dans un tank de l'armée, tu vois, c'est indestructible. Sauf si tu le fais tomber dans une piscine d'acide, là, je te garantis rien. T'imagines, les coques, elles sont testées pour endurer des chutes jusqu'à 104 fois, pour assurer la protection du téléphone sous tous les angles. C'est juste 4 fois la norme militaire. Tu peux faire tomber ton téléphone en verre de 2,50 m sans problème. Et en plus, c'est fabriqué avec 65% de matériaux recyclés, avec le programme Recastify, ou Recastify. Alors, ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Ça fait plaisir. Alors, il y a plusieurs sortes de coques, évidemment. Il y a celui-là, voilà, il s'appelle le coq Brahma, c'est le plus grand, celui-là. Après, t'as celui-là aussi, le coq Favrol. Il y a aussi le coq Orpington, le coq Padoue. Putain, la gueule qu'il a, j'ai rien lu. Et chez Castify, il y a aussi plusieurs sortes de coques avec gavé de thèmes et de styles différents. Alors moi, je me suis pris une petite coque NBA, pour changer. Après, je me suis pris une autre coque NBA, pour changer. Et je me suis aussi pris une petite coque Lakers, pour changer. Tu pouvais pas prendre autre chose, non? Si, bien sûr. J'ai pris une coque Impact comme ça, en mode Blade Runner un peu là. Regardez-moi ça, Jésus, Marie, Joseph, Mohamed. Est-ce qu'elle déchire pas sa grosse daronne? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est pas super jolie, quoi? Et celle-là aussi, comme elle est jolie, avec cette toute petite chatte, toute blanche, toute mignonne là. J'ai aussi une coque Bounce. Alors celle-là, les mecs, elle est ultra protégée au coin. Ouh là là, De toute façon, c'était bon, je pouvais le faire tomber. Vous pouvez la faire chuter de carrément 6,5 mètres, les gars. Elle protège même des chutes du Niagara. Je suis pas sûr, faudrait que j'essaye. Et avec Castify, tu peux même personnaliser ta coque. Tu peux mettre la photo de ta grand-mère, de ton chien horrible ou de ton chat obèse, ou même de ton plat de spaghetti préféré sur ta coque. Tu peux écrire ce que tu veux, avoir plein de styles, de couleurs, de polices d'écriture différentes, tu peux le mettre comme tu veux, c'est génial. Comme ça, quand tu montres ton téléphone, c'est un petit peu comme si tu disais aux autres, mais regarde comme j'ai tellement plus de style que toi, bouffon. Et franchement, ces coques, c'est pas juste pour protéger ton téléphone, c'est aussi pour protéger un petit peu, si tu veux, ton ego et ta réputation. Avec Castify, tu deviens le roi de la classe, l'homme trop bien coquet. Castify, c'est les leaders dans la personnalisation des accessoires technologiques. Il y a des sangles pour téléphone, des bracelets d'Apple Watch, il y a tout.
Franchement, une coque Castify, c'est comme un slip propre. C'est indispensable si tu veux pas passer pour un gland. Allez jeter un coup d'œil sur le site, vous aurez 10% de réduction avec le code 1012 par sec. Et il y a le lien dans la description aussi, bien sûr. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et surtout, il vaut mieux avoir une belle coque que de passer pour un amateur. Merci beaucoup Castify et d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Prometheus. Y a rien de drôle en fait. Non, y a rien de drôle, je suis désolé, fermez-la. Quand on regarde ce film, on n'a pas envie de rigoler. Et pourtant, on va rigoler. On va même s'en payer une bonne tranche. Alors, je dois vous dire que j'ai longtemps hésité à parler de ce film, tellement tout a déjà été plus ou moins dit là-dessus. Le film est sorti en 2012, tous les youtubeurs ciné de France et d'ailleurs ont bien eu le temps de faire leurs vidéos là-dessus, pour dire tout ce qui va pas dans le film et surtout pour cracher leur venin, bande de barakas de kermesse. Et donc voilà, moi je voulais pas faire de redites et puis je voulais pas non plus cracher mon venin. De toute façon, j'en ai plus de venin, j'ai tout craché. Il fait tellement chaud. Et j'ai tellement craché que maintenant je suis complètement déshydraté. Et quand ça sort, ça fait de la poudre. Mais en fait, figurez-vous que j'ai quand même rematé Prometheus récemment. Tout simplement parce qu'il passait à la télé puis que j'ai trouvé plus la télécommande, donc j'ai pas pu changer de chaîne, j'ai obligé de rester devant. Et puis en fait, au final, c'était complètement de la merde, les gars. J'ai entendu ça plein de fois. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Figurez-vous que je l'ai pas trouvé si nul que ça. Je le dis, voilà, j'ai pas été testé. J'ai même trouvé ça plutôt cool. Et c'est à la suite de ça que, me rendant compte que tous mes collègues youtubeurs l'avaient défoncé en vidéo, en avançant que c'était l'une des plus grandes déceptions, voire même l'un des plus gros scandales cinématographiques de ces dernières années, à égalité avec La Ligne Verte. Si, alors si, La Ligne Verte c'est complètement de la merde. J'ai donc décidé d'agir en mon âme et conscience, de prendre les armes et de faire face pour rétablir la vérité. Car figurez-vous que oui, j'ai aimé ce film. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'ai bien aimé. C'est peut-être tout simplement un peu d'hypocrisie de votre part. Peut-être, oui, certainement. Mais en tout cas, je vais pas en dire du mal. Désolé pour tous ceux qui ne sont venus que pour ça. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, on vous connaît, vous êtes venus pour la guerre, vous êtes venus pour le sang. Vous êtes des vampires, vous sucez la haine pour mieux la recracher. Eh bien, je vous pourfendrai tout autant que vous êtes, bande de raves. Et je vais faire toute la lumière sur ce film, à coups d'arguments imparables. On va voir ça. Alors, je vais pas vous faire toute la partie avant le film, vous savez, que je fais à chaque fois, là où je raconte toutes les anecdotes, voilà, le making-of, le pourquoi du comment et tout ça. Parce que vraiment, tout a été déjà dit, quoi. Si vous voulez des infos sur le film, regardez par exemple la vidéo de Guillaume Cassard, il raconte tout, voilà. Donc, si vous le voulez bien, je vais me permettre de ne pas répéter. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour créer son propre GHB. T'as pas le droit de faire ça. Non, je veux dire, c'est pourquoi tout le monde a détesté ce film. Bonne question. Parce que c'est vrai, je veux dire, tout le monde a détesté. Voilà, moi, honnêtement, je connais pas grand monde qui a vraiment bien aimé. Tu parles de la chaîne Le Point Genius ? Non, je parle de Prometheus, là. Et c'est vrai qu'en fait, Prometheus, c'est un film qui pose gavé de questions, qui montre gavé de trucs chelous, et qui donne gavé de aucune réponse, en fait. Quasiment tout ce qu'on voit, c'est quand même pas mal du foutage de gueule. Tu parles de la chaîne Le Point Genius ? Non, je parle toujours de Prometheus, là. Non, mais c'est vrai, Ridley Scott, il choisit de raconter des trucs, vraiment, tu te demandes. On sent qu'il essaie de nous raconter quelque chose. Mais on comprend rien parce que franchement, c'est mal raconté, ça s'en mêle les pinceaux, et puis à la fin, ça veut plus rien dire. Tu parles de la chaîne Le Point C'est Genius ? bon, arrête avec ça maintenant. Et au final, quand on découvre le film, après des années à s'être posé la question, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? D'où vient le xénomorphe ? Ça faisait 29 ans qu'on se demandait qu'est-ce que c'est que cette espèce de ouf et d'où elle vient, quoi. Où elle vit ? Est-ce qu'il y a une planète avec que des xénomorphes, tu vois, une planète de ouf avec des trucs de ouf en fait ? Non seulement t'as pas beaucoup plus de réponses, mais surtout celle qu'on donne, c'est absolument pas celle que tu aurais voulu qu'on te donne. Résultat, le film s'est fait défoncer par à peu près tout le monde, et je peux comprendre pourquoi, mais je suis pas non plus d'accord pour tout critiquer en masse, les gars. Attention, je mets le haut là. Trop de critiques, tu la critiques. Alors pour écrire cette vidéo, j'ai bien évidemment regardé toutes les vidéos faites par les collègues, Nexus 6, Durandal, Guillaume Cassard, donc Little Angel 84, et c'est vrai que bon, je suis assez d'accord avec eux sur ce qu'ils disent. Non, mais de toute façon, je leur fais confiance. Mais bon, la confiance n'exclut pas le contrôle, et laissez-moi vous dire que des fois, bon, attendez, ils ont un peu la critique facile. Si. Dis donc le copain Nexus 6 là, dont je salue le geste, il va nous passer quand même 3 minutes à critiquer 2 personnages dont tout le monde se fout, enfin. Mais on s'en fout de pourquoi passer du temps là-dessus, là, enfin. Alors capitaine, allons, s'il vous plaît, non, un petit peu de sérieux, allons. Et mon Dudu, qu'est-ce qu'il raconte, mon Dudu ? Ah, Dudu était énervé, là. Oh, je l'avais rarement vu comme ça. Alors Durandal, quasiment tout ce qu'il dit est justifié, hein. Mais dis donc, est-ce qu'il va pas aller carrément jusqu'à nous critiquer la police d'écriture du titre ? Eh, dis donc, non, alors là, faut arrêter, là. Non, faut pas déconner, quand même. Bientôt, on va critiquer la couleur des murs ou la forme des nuages. Vous savez très bien que je vous kiffe, les copains. Vous avez tous les deux fait une apparition dans mes vidéos. Mais bon, exagérez pas non plus quand même, hein. Alors, je vous défonce, moi. Puis bon, alors, j'ai aussi vu beaucoup d'autres youtubeurs ciné-américains. Ouais, je regarde des youtubeurs ciné-américains, oui, monsieur. Ouais, moi, si tu veux, je regarde
regarde plus trop les youtubeurs français maintenant. Oh, j'en ai fait le tour. Hein. Oh, tu sais, je suis au-dessus de tout ça. Maintenant, je regarde les youtubeurs anglais et américains. Et tu comprends ce qu'ils disent? Non, je comprends rien, hein, mais bon, au moins, ça fait bien de le dire. Et dans ces vidéos, il y a des trucs critiqués, mais c'est n'importe quoi. Ils critiquent tout en masse, les gars, mais des fois, c'est d'une mauvaise foi, mais affligeante. Je te jure, il y a des fois, j'avais l'impression de m'entendre. Non mais sérieux, ils critiquent vraiment tout. Ouais, tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a un moment, il y a un mec qui critique le fait que dans ce plan-là, Elisabeth, elle se fait chier à passer par là pour aller s'asseoir là, alors qu'elle aurait pu passer par là. C'est une vraie critique du youtubeur qui dit, non mais attendez, c'est n'importe quoi, mais vas-tu fermer un peu ta gueule une seconde? Qu'est-ce que ça peut foutre? Si elle est arrivée de là, c'était ouvert là, bon bah elle est rentrée par là et c'est tout. Peut-être qu'elle a pas vu que c'était ouvert là-bas aussi. Qu'est-ce qui vous fait chier là? Toi aussi je vais te défoncer là. De toute façon, je vais tous vous défoncer là. Non mais moi je suis pas votre pote moi. Et aussi, alors, il y a une critique qui revient souvent, c'est que dans le film, on nous dit au tout début que c'est une équipe de 17 personnes qui part en mission, mais qu'on va rencontrer que la moitié en fait, hein, même pas d'ailleurs, et qu'il y aura donc un paquet de personnages dont on va se foutre royalement, et qui ne seront là que pour faire monter le compteur des morts, quoi. Attendez, mais excusez-moi, mais... Et alors? Et alors? Et alors? Et Zoro est arrivé. Non mais sérieux, mais depuis quand c'est quelque chose de dérangeant dans un film, ça? Mais on a déjà vu ça 1 million de fois. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il y ait des gars dont on n'a rien à foutre? Évidemment qu'il y a des personnages dont on n'a rien à foutre. On va pas raconter l'histoire de 17 personnages. J'ai vu plusieurs fois des youtubeurs dire que par exemple, ce personnage-là, c'est pas normal parce qu'on le voit, mais en fait on va plus le voir après. Du coup on s'identifie pas à lui et quand il meurt, en fait on s'en fout. Non mais attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on le revoit pas? Non mais les gars, mais dans quasiment tous les films d'action, on va à un moment donné ou un autre montrer un personnage, peut-être qu'il va apparaître une fois ou deux, et puis il va peut-être mourir après, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? En quoi c'est un problème? On passe notre temps à dire que quand il y a trop de personnages dans un film, c'est chiant. Parce que il faut faire jouer un peu tout le monde, et que du coup, on donne un peu de temps d'écran à chaque personnage, mais pas assez pour vraiment les développer, donc au final, ça sert à rien. Dans Street Fighter, par exemple, pure référence, ils ont voulu donner du temps d'écran aux 16 personnages du jeu vidéo, et du coup, ça marche pas, il y a beaucoup trop de personnages, on en a rien à foutre, et les 3/4 des personnages, quand on les voit 3 minutes, on dit, limite, lui, autant pas le voir. Donc voilà, là, on va suivre l'évolution d'une petite dizaine de personnages, même que 4-5 principaux, on va dire, comme d'habitude, en fait. Et le reste, ils sont là, ils font de la figuration, et puis c'est tout. Où est le problème? Mais y a pas de problème. Vous êtes pas d'accord avec moi? Si, t'as raison. Bien évidemment, vous avez raison. Prometheus, c'est le 20e film de Ridley Scott. Il est sorti en 2012, 33 ans après le tout premier Alien, réalisé aussi par Scott, bien évidemment. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, bien sûr, allez la voir, elle est géniale. Et Prometheus raconte donc les événements qui se sont passés avant, 29 ans avant, plus exactement. Et comme a très justement dit Durandal dans sa vidéo, qui date d'il y a 11 ans maintenant, donc je reprends en fait ce qu'il a dit 11 ans plus tard. Commencez pas à dire que Prometheus n'est pas un préquel d'Alien. Prometheus est un préquel d'Alien. Ça se passe dans le même univers, à la même époque, avec pas le même xénomorphe au début, mais justement il va évoluer. C'est la même entreprise qui tire les ficelles. Ils vont sur une planète qui porte quasiment le même nom que la planète d'Alien, et le lien avec la saga Alien devient encore plus net évidemment avec la suite de Prometheus, Alien Covenant, dans lequel on voit carrément les xénomorphes tels qu'on les connaît. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, PH sort aujourd'hui même sur sa chaîne une vidéo sur Alien Covenant. Dans Prometheus, on a un bon casting, Noomi Rapace, Michel Fassbender, Charlize Theron, How do you actually pronounce your name? Charlize Theron. Idris Elba, Guy Pearce, Benedict Wong. Alors, c'est pas un pur casting ça? Bien sûr que non. Oh, mais vous critiquez vraiment tout. Hein. Bon allez, on lance le film. Ah, il y a du sable. Dune? C'est pas Prometheus qu'on regarde là? C'est le logo de la boîte de prod, abruti. Ah pardon, oui. Bon d'accord. Lydie, tu parles sur un autre ton, toi? C'est pas moi? Bah alors c'est qui? Alors, on est dans l'espace, hein, de toute façon ça c'était à peu près sûr. On n'allait pas commencer le film dans un magasin de tondeuses. Et on commence avec de très belles images vues du ciel, hein, ça c'est beau. Magnifique, de très beaux paysages. C'est loin, mais c'est beau, hein. Alors est-ce qu'on est sur Terre, hein? On sait pas. Ça ressemble à la Terre, mais on en est pas sûr. Bien sûr que si, on est sur Terre. Bah comment tu le sais? Bah je sais pas. Bah voilà. De toute façon, si c'est sur Terre, c'est forcément en Islande, vu que c'est à peu près le seul endroit de la planète où on pourrait se croire sur une autre planète. Cette phrase, elle veut pas dire grand-chose, en fait. Pourquoi on pourrait se croire sur une autre planète, vu que, d'abord, on sait pas à quoi ça ressemble sur notre planète, et puis que de toute façon, ça peut pas ne pas ressembler à notre planète à nous, vu qu'on est sur une planète, donc c'est forcément la nôtre, donc on est dessus. Voilà. Non mais voyez comment c'est con. Déjà, le film m'énerve parce qu'il essaie de nous induire en erreur dès les premiers plans. Je sais que j'avais dit que je dirais pas de mal du film, mais en fait, je vais pas pouvoir m'en empêcher, parce que là, on dirait qu'on se fout de notre gueule. Heureusement que la musique est belle. Ah, j'adore le thème musical de Prometheus, c'est magnifique, hein, qui est un thème du compositeur Mark Strettenfeld. Mark Strettenfeld, qui est un compositeur de musique. Et là, bam, il y a un truc dans le ciel. On dirait le vaisseau d'Independence Day, mais en encore plus noir. Qui veut dire qu'il doit être encore plus méchant. Oh, putain, il y a quelqu'un là. C'est qui? T'es qui?
Ah, il nous entend pas, là. C'est marrant, on dirait un maître Jedi. Est-ce que c'est Luke? Est-ce que c'est Anakin? Ah bah non, c'est pas possible, non, bah, si c'est un maître Jedi, il peut pas être Anakin. Oh putain, la gueule! Comment il est blanc, lui! Ah là, il doit pas beaucoup voir le soleil, hein. Ça doit être un Anglais. Ou un Écossais, peut-être. Ah bah, ils voient jamais le soleil, les mecs, là-haut, hein, donc, tu sais, ils sont encore plus blancs que blancs. Hein. Le vaisseau a l'air de se barrer, là, c'est bizarre. L'autre, du coup, bah, il reste sur place. Ils font souvent ça, les E.T. dans les films, vous avez vu? Ils laissent un des leurs sur place et ils se barrent. Ils nous laissent le plus con d'entre eux, certainement. Soit parce qu'ils veulent s'en débarrasser, soit parce que nous, on est tellement cons que pour pouvoir communiquer avec eux, il faut automatiquement que l'autre soit con aussi. Bah, ça aurait du sens, hein. Bon, attends, excuse-moi, hein, mais bon, quand tu vois la gueule d'un mec comme Arnaud, tu comprends pourquoi ils nous ont laissé E.T. Hein. Le type se déshabille, il est baraque, l'enfoiré. Vous avez vu, on dirait moi. Allez, qu'est-ce qu'il fait, là? Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Putain, ça a l'air immonde, ça doit être une spécialité belge. Et lui, il boit tout cul sec le type. Il a pas peur, hein. Et du coup, évidemment, ça lui fout la chiasse direct. Il commence même à avoir des trous dans le corps. Oula, il s'était périmé son truc, hein, franchement. Et attends, t'imagines, un plat belge périmé. La double peine. La double peinée. Non, la double peine. Attends, t'as vu la gueule que ça a, le truc? Moi, franchement, quand je vois un truc comme ça dans mon frigo, je le laisse un petit peu encore pour voir, tu sais, jusqu'où ça peut aller dans la dégueulasserie. Et au bout de 6 mois, tu sais, une fois que ça pue, mais alors, ça a empesté tout le frigo et même tout l'appart, je le mange. Et alors là, on a une petite animation qui nous montre que le liquide va carrément aller jusqu'à détruire l'ADN du brave monsieur. C'est dire si le truc était vraiment périmé mais vénère. Et il disparaît dans la cascade, répandant ainsi son ADN, les briques de la vie dans l'eau. Il s'est servi de l'élément qui donne la vie. Sers-toi de l'élément qui donne la vie. C'est l'eau. Oh, la vache! Est-ce que ce serait donc comme ça que la vie serait apparue sur Terre? Non mais attends, mais c'est complètement ouf ce concept! Alors à ce moment-là dans le cinéma, je sais plus si on avait tous bien compris ce truc-là. Est-ce qu'on avait tous compris que bah, déjà on était sur Terre et que le gars bah, il avait fait ça volontairement pour, si vous voulez, ouais, amener les briques de la vie dans l'eau et les faire évoluer pour que la vie apparaisse sur Terre. Je crois que oui, certains, enfin même la plupart l'avaient compris. Alors que pour le coup, moi je pensais vraiment que c'était un Écossais qui avait bouffé un truc périmé. Et en fait, alors, évidemment, cette idée de départ, c'est un des trucs qui a fait le plus jaser, dirons-nous. Mais moi je trouve ça plutôt cool en vrai. Et puis d'abord, si ça se trouve, c'est vraiment ça qui s'est passé. On n'en sait rien. Commencez pas à dire que vous le savez, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas là. Et le titre Prometheus qui apparaît lettre par lettre, en référence bien sûr au titre du tout premier Russian Institute volume 1. Alien, le 8e passager. Alien, le 8e passager, oui, bien sûr. Qui apparaissait de la même façon. Alors c'est pareil, mon Dudu, encore une fois, je reviens sur toi, bien sûr. Dans ta vidéo, tu dis que ce procédé, ça marche super bien pour le titre, le tout premier Alien, parce que le titre Alien, ce ne sont que des lignes droites, c'est que donc c'est cool quand ça apparaît au fur et à mesure. Alors que pour Prometheus, il y a des lignes arrondies, et du coup, bah, ça marche moins bien. Est-ce qu'on s'en foutrait pas quand même un tout petit peu de ça, ma chatte? Et pendant ce temps-là, on voit les briques d'ADN qui se reforment et la vie qui commence à se créer. La vie, mesdames et messieurs, le miracle de la vie. C'est beau, putain. Prometheus. Ce film va être un chef-d'œuvre. Non, je ne crois pas. Et nous voilà maintenant sur l'île de Skye, en Écosse. Notez le petit jeu de mots, hein. Skye, Écosse. Ah, ils l'ont fait exprès, c'est sûr. En 2089, l'île de Skye, c'est là. Hein. Ouais, c'est là. Ouais. D'ailleurs, ce gros monolithe qui est là, il est connu, il s'appelle Old Man of Storr. Le vieil homme de Storr. En référence à un vieux monsieur qui habitait dans le coin, là, et puis qui, un jour, il a dû installer un store dans sa cuisine. Mais ça allait pas parce qu'il manquait 10 cm, donc il a fallu qu'il aille le changer, mais il n'a pas pu parce qu'il ne retrouvait plus la facture, donc bon, c'est une histoire. J'ai pas tous les détails, mais c'est bon, voilà. Et là, on voit des gens qui fouillent dans les falaises et qui découvrent dans une grotte des dessins, des peintures rupestres datant d'il y a 40 000 ans. Et sur l'une d'elles, que voit-on? Je ne sais pas. Ben regarde, on voit un type qui jongle avec des pastèques ou des boules de bowling, je sais pas. Ou alors peut-être qu'il fait le signe nazi, c'est possible. Ou alors, il montre quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est des pastèques. Des pastèques, moi je pense que c'est des pastèques. Ouais. C'est la même configuration. La même configuration que quoi? La même configuration que quoi? Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Non mais qu'est-ce que tu racontes toi? T'en sais rien du tout. C'est pas parce qu'il y a un type qui a fait un dessin sur un mur qu'il veut forcément qu'il y ait des gens qui viennent voir 40 000 ans plus tard. Attends, tous les connards qui font des tags sur les murs là, tu crois qu'ils se disent? Est-ce que tu crois que dans 40 000 ans, il y a des gens qui viendront voir nos dessins là et qui se diront qu'on voulait qu'ils nous trouvent? Bien sûr, et je crois surtout qu'ils vont vomir quand ils verront la race de vos tags. Alors, nous voilà à nouveau dans l'espace avec le vaisseau Prometheus et quelques informations. 17 membres d'équipe, on est en 2093, donc 4 ans après ce qu'on vient de voir sur l'île de Skye. Distance from Earth 3,27 x 10 puissance 14 km. Qu'est-ce que c'est que cette information à la con? Genre on a le temps de calculer combien ça fait quoi. Vous pouvez pas mettre un truc plus clair, je sais pas, ou plus court quoi. Écrivez-le en parsec, tout le monde comprendra. Destination undisclosed, ça veut dire non dévoilé. On ne sait pas où ils vont en fait. Personne ne sait où ils vont. C'est une information qui ne sert à rien. Du coup, ils prennent la route du grand mystère et ils la prennent
seul. Et on découvre un type qui est là, voilà, il appuie sur un écran, mais ça sert à rien. Il y a plein de choses qui servent à rien dans ce film, en fait. Il a l'Apple Vision Pro 342, qui doit certainement coûter quelque chose comme 8 milliards de dollars. Tout ça pour mettre un fond d'écran jaune, super. Et tu m'étonnes que personne en veut de leur connerie. Non, je déconne, en fait, je l'ai essayé, c'est carrément mortel, il m'en faut un. On voit que la nana de tout à l'heure, elle est là, hein, en état d'hibernation, en biostase, hein, comme on dit quand on veut se la péter un petit peu. Docteur Elizabeth Shaw, c'est elle. Et le type là, il va regarder dans ses rêves, truc de ouf. Mais attends, mais comment c'est carrément de la violation d'intimité, ça? Tu peux avoir accès aux rêves des autres, comme ça, librement, sans demander l'autorisation à personne. Et non, heureusement qu'il veut pas voir dans les miens, parce que là, je peux te dire que... je vais même pas en parler, parce que même moi, ça me dégoûte. C'est marrant, parce que là, le rêve d'Elisabeth, tu sais, il est monté, quoi. Tu sais, il y a des gros plans, il y a des plans moyens, des raccords dans le mouvement, il y a des inserts et tout. Vous avez vu, son père est joué par Patrick Wilson, hein, j'aime bien cet acteur. Hein. On l'a déjà vu sur cette chaîne, hein, il y a pas longtemps, hein, c'était dans Moonfall, un autre chef-d'œuvre de la science-fiction. Ça, c'est une belle connerie. Bah écoutez, en tout cas, Moonfall, au moins, c'est pas un film qui se prend au sérieux. Paf dans la gueule. Bon, on apprend que le type s'appelle David, qui se fait chier dans son vaisseau, hein, ouais, il mate la télé, il se teint les cheveux. Qu'est-ce que je me fais chier ici, c'est pas possible, hein. Bah c'est clair, pourquoi il s'est pas mis en biostase comme tous les autres? Tu dis ça pour te la péter? Un petit peu, oui. Bon, il va pas se faire chier longtemps, parce que là, le vaisseau est enfin arrivé à destination, c'est-à-dire, on ne sait pas où. Et oui, c'est le Mimi, c'est le Starter, c'est le... Mystère! Et oui, absolument, c'est le mystère. Pur plan du vaisseau qui passe à côté de la planète, là, on dirait un peu Europe, hein, l'un des satellites de Jupiter. J'ai fait une vidéo dessus. Ou Encelade, l'un des satellites de Saturne. J'ai fait une vidéo dessus. Sauf que là, il y a un anneau, donc ce n'est ni l'une ni l'autre. Et voici Meredith Vickers, qui vient de sortir elle-même de sa capsule avant tout le monde, et qui direct tu claques des peupons, t'as vu? Elle est trop vénère, t'sais, ça doit être une descendante de Furiosa dans Mad Max. Pas sûr. Et elle dit à David de réveiller tous les autres. Dépêche-toi, connard. Dans la vache, bah, elle vient de se réveiller et directement de mauvais poil. Franchement, t'sais, on dirait ma meuf. Pardon? Non mais je rigole, mon cœur, c'est bon. Ouais, moi je rigole pas, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Allez, la traditionnelle scène de présentation de l'équipage qui vient de se réveiller et qui se fout à table. On a ça dans le premier Alien, on a ça dans le deuxième Alien aussi. Sauf que là, on ne va présenter quasiment personne. Il y a bien 2 ou 3 personnages qui vont s'échanger quelques répliques à la con, mais alors franchement, on s'en fout. Ravi de vous rencontrer. Je suis pas venu là pour me faire des potes. Cliché. Je m'apprête à donner les ordres de mission, commandant. À votre place, je descendrai. J'ai pas encore pris mon petit-déj. Cliché. Non mais sérieux, Ridley, on fait plus des choses comme ça. Pas sur un film à 150 millions, bordel. Tu vaux mieux que ça, enfin. C'est qui ton scénariste? Celui qui a écrit les dialogues, les personnages, c'est qui? Damon Lindelof. Connais pas, connu au bataillon. Qu'est-ce qu'il a fait lui comme scénario? Cowboy et envahisseur, Star Trek Into Darkness, La poursuite de demain, et le dernier épisode de Lost. Ouais, bah écoutez, hein, ceci explique donc cela. Et là, on réunit toute l'équipe pour le brief général, comme dans Alien le Retour, et comme dans plein d'autres films aussi, où l'équipe n'apprend qu'une fois sur place ce qu'ils sont venus foutre ici. Ça, je comprendrai jamais, ça, on leur a pas dit avant. Les mecs ont dormi 2 ans et ils sont partis à Pétaouchnek, et ils ne savent pas pourquoi. Oui, vous avez vu, je sais, hein, que ça commence à pousser. Hein, écoutez, j'aime bien. Il y a un côté un petit peu Guillaume Play dans Légende, vous savez. De toute façon, je ne fais ça uniquement que pour les filles, pour qu'elles aiment bien. Parce que tous les mecs me disent que ça me va pas du tout, et toutes les filles me disent que ça me va très bien. Et c'est donc la madame énervée qui va leur expliquer. Enfin, en fait, non, elle va rien leur expliquer du tout. Elle va juste leur dire que c'est elle qui décide, et que le premier qui l'ouvre, il en prend une. Je vous conseille de pas m'énerver, parce que j'ai fait 10 pompes tout à l'heure, là je suis chaud bouillante, là. Et donc voilà, elle va leur expliquer que son boulot à elle, c'est de vérifier que tout le monde fait bien le sien. Mais du coup, pendant que vous vérifierez, qui c'est qui fera la cuisine et le ménage? Alors lui, il va pas faire long feu, lui. Et là, David lance un PowerPoint qui va enfin leur expliquer ce qu'ils font là. Mais attention, c'est le PowerPoint de 2093, tu vois. Le truc est en 3D et tout, hein. Il y a un vieux qui arrive. Ah oui, parce que ça fait plus mystérieux. Et le vieux, dont le maquillage est aussi bien fait que les effets spéciaux du Roi Scorpion dans la Momie 2, va leur dire que c'est lui le patron. Hein. Mais c'est-à-dire littéralement, c'est lui le patron. C'est Peter Weyland. Leur employeur, quoi. Truc de ouf. Alors, c'est Melon et Melèche qui louent un appartement, comme celui-là. Hein. Melon paye le loyer et Melèche l'habite. Ouais, mais ils ont plus d'humour dans le futur, non, mais c'est chiant. Et il leur dit que s'ils voient ce PowerPoint, c'est qu'il est mort. Et il présente aussi David. Alors là, on apprend 2 choses. D'abord que David c'est un androïde, et ensuite que Vickers, elle fait la gueule. Enfin, ça on l'apprend pas, puisqu'elle fait la gueule depuis qu'elle est réveillée, celle-là. Et donc, le vieux Weyland, là, il balance direct des saloperies sur David, en disant qu'il peut pas apprécier les bonnes choses de la vie, comme un bon saucisson, ou une bonne pipe. Pour cela, il lui faudrait avoir ce qui lui fera à jamais défaut. Une âme. Ok, sympa. Bon bah écoute, David il a rien demandé à personne, mais direct il se fait afficher devant tout le monde. Et donc là le vieux il leur dit que oui, vous comprenez, depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours posé des questions sur son origine. Ah non, commencez pas avec cette phrase-là, hein. De quoi? Depuis la nuit des temps, là, c'est toujours la même phrase à chaque fois, là. Bah oui, mais il faut bien commencer par quelque chose. Bah, je vois bien, mais pas par cette phrase-là. Mais elle est très bien cette phrase. Je m'en fous, putain, tu dis ce que tu veux, mais pas ça, sinon je te nique. Tu peux pas, je suis un hologramme. Ah putain, il est fort l'enfoiré. Et là Weyland appelle Roméo et Juliette. Tous les autres, vous leur répondrez et à eux seuls. Voilà, donc faut leur répondre à eux et à eux seuls. Si
c'est quelqu'un d'autre qui te pose une question, mais tu lui réponds pas. Et Holloway va expliquer à tout le monde qu'ils ont trouvé partout sur Terre des peintures et des dessins qui montrent des gens en train de jongler avec des pastèques, et que du coup, c'est hyper mystérieux. Je vois pas ce qu'il y a de mystérieux, hein, moi aussi je jongle avec des pastèques. Bah vas-y, fais-le. Non, mais là je suis fatigué. Là. Non, en fait, le truc de ouf, c'est que tous ces dessins qui ont été trouvés aux quatre coins du globe, et qui ont été faits par des civilisations très anciennes et qui n'ont a priori eu aucun contact entre elles, montrent à chaque fois la même chose, un système planétaire hyper loin, tellement loin que normalement tu peux même pas le voir à l'œil nu. Donc comment ils ont fait pour le voir? Mystère. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. Titre. Bien joué. Et le hasard, comme par hasard, juste ici, là, il y a une planète qui ressemble à la Terre, et... Nous y sommes arrivés ce matin. Et voilà ce qu'ils foutent là. Ils sont venus voir ce qu'il y avait sur cette planète inconnue, juste parce qu'ils pensent que c'est ça que montrent les dessins, sauf qu'ils en savent foutre rien. Ils ont monté une opération qui a coûté 1000 milliards de dollars, ils le disent, avec 17 vies en jeu, basée sur une simple supposition. À mon avis, leur lettre de motivation pour avoir les financements, elle a dû être béton. Non mais, franchement. Quelle indignité. Ah, c'est quand même un sacré coup de poker, là. Parce que si tout ce qu'ils trouvent, c'est 2 mouches, 3 vers de terre et quelques orties, bah ça fait charge découverte. Puis alors après, ils vont encore plus loin en disant que oui, s'ils sont venus là, c'est parce qu'ils ont été invités là, hein, par ceux qui sont sur place et qu'ils ont appelé les ingénieurs, et que ce sont ces types-là qui auraient carrément créé l'espèce humaine. C'est nous qu'ils ont construit. Bien sûr, oui, tout à fait, absolument. Et la marmotte aimait le chocolat dans son cul. Ça fait quand même beaucoup de suppositions. Hein, vous n'avez aucune preuve. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Elisabeth, tu supputes, en un mot. Bon, en tout cas, les gens n'ont pas l'air convaincus. Hein. En un mot toujours. Oui. Si vous voulez enterrer 3 siècles de darwinisme... Non mais c'est quoi le rapport avec le darwinisme? Pourquoi ça le remettrait en cause? Les deux sont absolument pas incompatibles. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Bah, même si la vie avait été implantée ou créée par les ingénieurs, ça a pu très bien être une vie au départ unicellulaire ou un peu plus complexe, mais qui a évolué après, comme selon la théorie de Darwin. Comme selon, oui. Donc qu'est-ce que tu racontes, toi, espèce de vieux paltoquet? Allez, c'est parti, on va voir tout ça d'un peu plus près. Le commandant les fait descendre à la surface. On va s'engager dans le passage. Titre. Eh oui, mais même en 2093, on jouera encore à ça. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et là, ils volent pas depuis 5 minutes que direct, ils voient des lignes au sol et des constructions. Oh, bah ça tombe bien alors. Ils ont même pas eu à chercher. Et là, ils trouvent une espèce de grand dôme, là. Ça peut un petit peu faire penser au grand palais de la Chine. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on s'équipe, là, on va tout défoncer, on va tirer dans le tas, bande d'enculés. Les consignes sont claires. On tire d'abord et on pose des questions ensuite, si on en a. Et oui, Shaw dit à Jackson qu'il faut pas prendre d'armes parce que c'est une mission scientifique. Mais quelle connerie, ça aussi, je te jure. Elle est sur une planète inconnue, on ne sait absolument pas ce qui les attend, et elle veut y aller les mains dans les poches, comme ça. Putain, mais déjà que moi, sur Terre, à chaque fois que je vais à Carrefour, je prends toujours mon HK 416. Non mais là, laisse tomber, j'arrive dans le truc et direct, je sors l'artillerie lourde. Allez, ils entrent, Fifield balance des petites sondes qui vont aller scanner l'endroit. Il appelle ça ses louveteaux, on sait pas pourquoi. Truc de gamin quoi, j'y crois même pas. Les sondes scannent tout le périmètre, comme ça ils auront une carte précise de l'endroit où ils sont. C'est bien pratique ce truc là, franchement là, la technologie a bien évolué. Dis donc, ils avaient pas ça dans le premier Alien, qui se passe 29 ans après. Ils arrivent dans une salle et là Charlie dit que selon ses capteurs, l'air est respirable. Et il enlève son casque, parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a absolument aucune raison qu'il y ait un problème. Les capteurs disent qu'il y a de l'oxygène, le robot confirme, donc c'est bon. Il n'en faut pas plus à Charlie pour retirer son casque et à tous les autres de l'imiter dans la foulée. Aucun problème. Tout est normal. Et là, David trouve de la morve d'alien sur un mur, c'est carrément dégueu. Et en même temps, c'est joli. Hein, c'est ce qu'on peut appeler de la belle morve. Ah, bah, tout existe. Hein. Alors, c'est pareil, encore une fois, je sais pas, ça a été critiqué. Ce truc-là a été critiqué parce qu'on sait pas d'où ça vient et voilà pourquoi c'est là. On n'a pas d'explication. Bah, je sais pas, écoutez, moi je trouve que c'est pareil, on s'en fout un peu. Avec tout ce qui va se passer après, on peut se dire que ça a été foutu là par un alien ou peu importe, en fait, on s'en fout, qu'il n'y a pas d'explication. C'est juste un truc qui a été déposé là, c'est tout. Alors, David fait un truc sur le mur, tu sais absolument pas ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait, ni comment il sait qu'il faut faire ça. Mais ça marche puisque ça déclenche une sorte d'hologramme qui leur montre la finale du 100 mètres des derniers Jeux Olympiques, avec en prime les commentaires de Patrick Montel. Et là, il y a un coureur qui se casse la gueule, le connard. Et pam, il se fait trancher la tête par une porte. Ah, mais ça arrive. En athlétisme, tout peut arriver. Les gars vont voir l'hologramme et ils retrouvent par terre le type qui a eu la tête coupée. Du coup, ça fout les moules à Fifield et Milburn qui retournent au vaisseau. Ah, les salauds, ils se barrent. Là, regardez, les rats quittent le navire. Regardez-les, ils foutent le camp, ils nous laissent tomber. David ouvre la porte. Alors, David arrive à ouvrir toutes les portes, on ne sait pas comment. Il connaît tous les codes, lui. Non, mais lui, il est louche. Allez, je le sens pas, lui. Non, j'aime pas sa gueule. De toute façon, j'aime pas les blonds. Ils entrent dans la salle et que ne découvrent-ils pas? Déjà biscuits, avec plein de petits biscuits à l'intérieur, ça fait plaisir. Oh, dis donc, ça c'est de l'accueil, hein. Du coup, David, il en veut, mais Shaw, elle lui dit: eh oh non, on attend les autres, hein. Oh, ta gueule, toi. Non, mais c'est clair, sa gueule à elle, là. Pourquoi il faut toujours attendre les autres? Ah non, on commence pas, on attend les autres, hein. Non, alors moi, j'attends pas les autres, non. Je suis arrivé
arrivé avant, j'ai faim, je commence. Même si j'ai pas faim d'ailleurs. Ils avaient qu'à être là et puis c'est tout. Je suis pas désolé. Dehors, les conditions se dégradent. Il y a une dépression qui arrive par le nord. D'ailleurs, on va perdre 2 minutes de soleil et demain on fêtera les Jean-Denis. Shaw récupère la tête du gars et dans le vaisseau, Miss Vénère dit qu'elle va fermer les portes dans 15 minutes. 30 minutes 15 minutes 25 minutes Non, 15 minutes 20 minutes Mais merde, j'ai dit 15, putain, t'es bouche à l'émeri ou quoi? Eh oui, non mais Shaw, elle veut gagner un petit peu de temps parce qu'en fait, elle veut ramener une grosse pastèque pour ce soir, pour le dîner. Et les grosses pastèques de tout à l'heure, justement, bah elles sont bien là, hein. Et oui, comme le dit l'expression, l'archéologue mettait le produit de ses fouilles dans des caisses. David, lui, récupère une jarre parce qu'il veut vraiment goûter les petits biscuits dedans, hein. Et il se barre. Fifield et Milburn sont restés sur place parce qu'ils se sont paumés. C'est-à-dire que Fifield, c'est effectivement, comme on l'a dit dans toutes les vidéos, et c'est vrai, ça aussi c'est très con, le préposé aux cartes et aux plans là, avec ses petits louveteaux et ses GPS là, qui sait, s'il y en a un qui sait où ils sont, c'est lui. Et s'il y en a un qui s'est paumé, ben c'est lui aussi. Tu m'expliqueras la logique là-dedans, s'il te plaît, Ridley? Qu'est-ce qu'il est con celui-là, il a un prénom qui lui va bien, lui. Ridley. Par conséquent, Janek, le capitaine, leur dit qu'il ne peut pas venir les chercher et qu'ils doivent donc passer la nuit à l'intérieur. Titre. Bon alors ça donne quoi la tête du type là? À quoi il va ressembler? Est-ce que le truc va avoir une gueule hyper chelou en mode extraterrestre de ouf, tu vois? Tu sais, un truc horrible, dégueu, qui pue, tu vois? Peut-être il va ressembler à PH? Il retire le casque et... Oh! Il nous ressemble trait pour trait, dis donc. Oh, quel dommage. Bon, elles analysent l'ADN et bingo, ça match à 100% avec l'ADN humain. L'ingénieur est humain. Ou alors, ce sont les humains qui sont des ingénieurs, en tout cas de la même race. Sauf que non, on n'est pas comme eux. Ah, je veux dire, quand on voit le type au début du film, il ressemble aux humains à quelques détails près. Il est à peu près gaulé comme moi, hein, mais bon, on n'a pas du tout la même gueule. Il est plus grand, il est plus blanc, il a un slip plus joli. Mais alors, si l'ADN est exactement le même, pourquoi nous, on n'est pas exactement comme eux? Ou eux comme nous? Alors, je vais pas me lancer dans l'analyse scientifique de cette scène en vous parlant d'ADN et tout, mais d'après ce que j'ai compris, ça reste quand même l'un des éléments les plus inexplicables de l'histoire. Deux espèces vivantes qui se ressemblent, mais avec quand même des différences évidentes, ne peuvent pas avoir le même ADN. Quelqu'un a-t-il une explication? Mystère. Pendant ce temps, David, il ouvre la jarre pour voir s'il y a des petites célébrations à l'intérieur, mais tout ce qu'il trouve, c'est un petit liquide noir. Et ça lui donne une idée. Les grandes choses ont de petits commencements. Eh oui, voilà une belle phrase hein, qui pourrait s'appliquer à bien des situations, hein, comme par exemple... j'ai pas forcément d'exemple, mais... Et il va donc voir Charlie pour lui servir un petit verre, en mettant au passage une petite goutte du liquide noir dans le verre. Mais pourquoi il a fait ça? Il est con, lui. C'est quoi son foutu problème à lui, là? C'est un PD. Non mais ça n'a rien à voir, c'est un androïde. Bon puis sinon Charlie là t'as rien vu toi. T'es à 50 cm du verre et tu vois pas que Charlie met son doigt dans le verre quand il te le donne. Bon dis donc, est-ce que ce serait pas le moment de se relaxer un petit peu là quand même? On va quand même pouvoir s'en ouvrir une petite hein pour se rafraîchir. Une petite bière 12 par sec, et oui, elles sont là. Allez, à la vôtre les copains. À votre santé. Merci mon con. Pendant ce temps Charlie retrouve Elisabeth. Et donc ça te dirait pas qu'on fait notre découverte là? Bah oui mais ça a foiré, ils sont tous morts. Ouais mais tu vas voir, moi je suis pas mort et je vais pas foirer. Tu vas faire quoi? Je vais fourrer, il y a une lettre de différence. Alors ça c'est vraiment une belle scène avec de beaux dialogues hein. Merci beaucoup Ridley d'avoir pensé à nous. Moi, réalisateur, je leur aurais écrit une scène comme ça aussi. J'aurais peut-être même fait un caméo dedans. Dans Elisabeth? Non, dans la scène. Et derrière, il y en a un autre aussi qui va tenter sa chance, c'est Janek, hein, le commandant, avec Vickers. Et donc toi, qu'est-ce que tu viens de trémousser par là? Fais pas seulement de t'intéresser au 4, t'en as rien à foutre. Et tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de toi? Ah, à mon avis, ça doit te gratter un petit peu là-dessous, non? Oui, bah c'est pas toi qui va gratter, je peux te le dire. Ah non, mais là, elle a de la répartie, hein, tu sais, elle est vénère tout le temps. Si tu veux, je peux te jouer un morceau d'accordéon. Bonne idée, oui. Puis après, tu te le mettras dans le cul, tu me diras si ça sonne mieux. Bon. Écoutez, a priori, entre eux, il se passera rien. Ma chambre, 10 minutes. Ouh, il l'a eu. Et il l'a eu, ça a marché. Ah, mais ça, c'est l'accordéon. Ça marche à tous les coups, ça. Les mecs, mettez-vous à l'accordéon. Les meufs, elles kiffent grave. T'es mal, ce mec, le charisme qu'il a, là. Mais lui, sur Tinder, c'est match sur match. Bon, après, si j'étais une meuf, c'est vrai que Idris Elba, avec ou sans accordéon, je prends. Oh, quand je pense qu'il a joué dans The Office, il est parfait. Fifield et Milburn sont toujours à l'intérieur du truc et ils font enfin la connaissance d'un petit truc un petit peu chelou. Un animal extraterrestre, ça y en a un. Milburn est trop fan. Il s'approche, il veut la toucher. Ce qu'absolument personne ne ferait tellement le truc qui est flippant. Mais non, lui, il veut absolument le toucher, cet abruti. Alors qu'il faudra juste qu'il se barre de là le plus loin possible. Encore un scientifique qui fait n'importe quoi. Regardez-la, elle essaie de le mordre en plus. Mais à quel moment tu continues d'essayer de la toucher, abruti? Tous les cadavres à l'entrée de la pièce, ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Et voilà, le truc le chope et lui pète le bras. Génial. Bah ouais, fini la branlette. M'en fous, je suis gaucher. Fifield essaie de le couper, mais il y a de l'acide qui gicle partout. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. Ça fait fondre son casque, il se casse la gueule dans le liquide noir. La créature entre dans la combinaison de Milburn et va direct voir si son système digestif fonctionne bien, pendant que le liquide noir bouffe le visage de Fifield. Et voilà, on vient donc d'avoir l'exemple
l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on rencontre une créature extraterrestre. Et donc j'ai une question. Le jour où on enverra vraiment des vrais scientifiques de chez nous dans l'espace à la recherche de traces de vie sur des planètes inconnues, est-ce qu'on enverra des mecs comme ça? Des abrutis qui agissent sans réfléchir et qui font de la merde? Bon, vous allez me dire, on a déjà commencé avec Thomas Pesquet. Bon, d'accord. Mais bon, avant de partir, à mon avis, les mecs, ils feraient bien de remater des séquences comme celle-là pour leur rappeler d'éventuellement pas faire n'importe quoi, tu vois. Bisous Thomas, j'espère que tu vas bien. Quand est-ce qu'on se rencontre alors, entre Diepois fan de basket et d'espace là? Allez, appelle-moi, 0892 78 15 55. 60 centimes d'euros la minute, plus le prix d'un appel normal. Conversation privée, y a rien qui sort. Y a que des choses qui rentrent. Au petit matin, Charlie se sent pas bien, et effectivement, il a un tout petit verre de merde dans l'œil là. Il y a des vers de terre et il y a des vers de merde. C'est carrément bizarre, un verre dans l'œil là, attends, et puis ça doit grave gêner en plus. Sauf que lui, il décide de ne rien dire à personne, et surtout pas à sa meuf Elisabeth, bien sûr. Il veut pas l'affoler, en même temps s'il y a pas de problème. Si ça se trouve, c'est rien, attends, mais moi j'aurais fait pareil. On va pas alerter tout le vaisseau pour un si petit truc. Moi, si j'avais eu un petit truc comme ça, j'aurais rien fait, j'aurais dit j'ai un truc dans l'œil, j'ai un truc dans l'œil, putain, j'aurais joué Grand Prince, comme d'habitude. Tout le monde retourne chercher Fifield et Milburn qui ne répondent plus, puisqu'ils sont morts, et David découvre une nouvelle pièce un peu de ouf, avec encore plus de jarres à biscuits qu'hier. Mais c'est le paradis pour les amateurs de petits biscuits. Et au fond de la pièce, il y a une autre pièce encore. Et dans cette pièce, que va-t-on découvrir? Un énorme gâteau au chocolat? Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Pendant ce temps, la team retrouve Milburn. Il y a un truc qui sort de sa bouche et qui attaque Ford. C'est très rassurant. Charlie, lui, ça va de mieux en mieux. On dirait un vampire. Tout va bien, les gars. Tout va très bien. Aucune inquiétude, on gère. Et dans la pièce mystérieuse, David trouve des œufs durs cette fois. Alors, pourquoi des œufs durs? On ne sait pas. En plus, ils ont l'air bons, hein. Non, mais si on se trouve un peu de mayonnaise, on peut peut-être se faire une petite entrée. Et là, il lance un tuto qui va lui montrer exactement ce qu'il faut faire. Très pratique. Il faut d'abord jouer de la flûte à bec, le deuxième instrument le plus bidon de l'histoire des instruments de musique, après l'accordéon. Non mais sérieux, attendez. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui joue de la flûte à bec? Si la réponse est oui, posez-vous des questions. C'est peut-être le moment de vous séparer de quelqu'un. Ensuite, il faut vérifier tous les œufs pour voir s'ils sont frais. Et après seulement, on peut lancer une animation qui montre plein de planètes et qui montre même la Terre. Et ça, c'est beau. Je vois pas le rapport entre la Terre et les œufs, mais oh putain, il y a une capsule qui est allumée là, avec un type à l'intérieur. Truc de ouf, on va en voir un en vrai. On espère qu'il va être bien. Contrairement à Charlie, hein, qui est toujours pas au top de sa forme, il a la mine piteuse. Ah, il a chopé un sale truc, hein. Puis en plus, comme personne n'avait son casque, et bah tout le monde l'a potentiellement chopé. Et en plus, Vickers la vénère là, elle veut même pas le laisser monter dans le vaisseau. Hein. Il ne vient pas à bord du vaisseau. Et elle a complètement raison, attends. Il va contaminer tout le monde, l'autre lépreux là. Faut le buter, y a plus que ça. Faut abréger ses souffrances. Bah alors elle, t'as pas besoin de lui dire deux fois. Tiens, crame, tu vas crever, oui. Et voilà, Charlie est mort. Bon, évidemment, Elisabeth, ça fait pas plaisir. Du coup, elle va faire une sieste. Mais direct, David, il la réveille et il lui dit, dis donc toi, avant qu'il crame Charlie là, tu lui aurais pas un petit peu taquiné le petit frère là? C'est-à-dire que t'es enceinte, ma cocotte. Eh bah ouais, là autre chose. Alors qu'Elisabeth a dit à Charlie qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est enceinte. Et en plus, il ne s'agit pas d'un fœtus conventionnel. C'est-à-dire, comme Charlie il avait un verre à l'intérieur, ça fait que votre bébé là, il va ressembler à un poulpe dégueulasse. Mais il sera mignon quand même. Hein. Bon, c'est vrai que c'est mignon un petit poulpe. Vous avez vu le documentaire La sagesse de la pieuvre? Si vous l'avez pas vu, faut le voir. C'est génial, on voit une petite pieuvre là. Bon, c'est pas un poulpe, mais c'est pareil. Et elle est super mignonne, tu vois, elle a une vraie personnalité et elle se lie d'amitié avec un plongeur, c'est absolument magnifique. Et à la fin, elle meurt. Ouais, mais c'est super triste. Bon, donc elle a un poulpe extraterrestre dans le ventre. Va falloir l'enlever, hein. Ah bah oui, va falloir l'enlever, on va pas le laisser. Hein. Elle va direct dans le Medipod pour se faire opérer. C'est un truc hyper pratique ça, qui appartient à Vickers, ils le disent au début du film. L'autre, elle a tellement les boules de ce qu'il pourrait trouver qu'elle a tout prévu. Sauf que le Medipod, il est conçu uniquement pour les hommes. Ce Medipod est configuré pour des patients mâles. Alors, premièrement, c'est extrêmement con. Et deuxièmement, pourquoi Vickers, elle en a pris un alors? Parce qu'a priori, c'est pas un homme, c'est plutôt une femme. Ah non, je ne vois vraiment pas ce qui vous fait dire que je suis une femme, parce que je ne suis pas une femme. Votre apparence? Ah bon? Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, parce que sinon on va déjà mal partir. Ah oui, non mais il fallait pas la froisser là. Enfin, le froisser, pardon. Ah oui, non mais là, ça va mal se mettre. Hein. Effectivement, oui. Bon, par on ne sait pas quel procédé, Elisabeth arrive quand même à déclencher l'opération, et c'est parti pour la césarienne. Elle va s'enlever le fœtus toute seule, dans une scène qui est peut-être l'une des plus ouf du film, tellement c'est à la fois complètement dingue de voir ce qui se passe, et en même temps totalement n'importe quoi sur le plan médical. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le copain François de la chaîne Premium No Nocere, qui n'a jamais été foutu de comprendre ce que ça voulait dire, qui est chirurgien de métier et qui a donc fait une vidéo entière sur cette scène, dans laquelle il explique qu'il n'y a rien qui va. L'anesthésie qui ne peut absolument pas fonctionner comme ça, le cordon ombilical à l'extérieur du sac amniotique alors que normalement il devrait être à l'intérieur, le fait que si on coupe le cordon, le fœtus meurt normalement dans les 2 minutes parce qu'il reste vidé de son sang vu que tu coupes l'artère et 2 veines, le robot qui referme la plaie alors que le placenta est toujours dedans. On arrête là parce que la liste est encore longue. À mon avis, il y a quelques médecins qui ont dû s'arracher les cheveux quand ils ont vu cette scène-là. Mais en même temps, permettez-moi de redire ce qui a déjà été dit maintes et maintes fois. Le fait que ce soit pas réaliste, on s'en fout.
Y a rien qui est réaliste, on est dans la science-fiction. Pourquoi pointer du doigt une scène en particulier en disant que c'est pas réaliste et ne rien dire sur les 500 autres trucs qui sont pas réalistes non plus? On s'en fout que ce soit pas réaliste, c'est pas la question. Donc, si je comprends bien, t'es en train de dire que ma vidéo sert à rien. Alors non, je dis pas que ta vidéo sert à rien, je dis que toute ta chaîne ne sert à rien. Ouais, et ben moi au moins je fais pas dans l'à peu près. Ah bah non, toi t'es chirurgien, donc j'imagine que ça doit être un petit peu sérieux quand même votre truc. Ouais, juste un petit peu. François de la chienne Premium Nono Serré. Allez voir sa vidéo, abonnez-vous à sa chaîne et foutez-vous de sa coiffure dans les commentaires en disant que c'est de ma part. Merci d'être passé mon François, c'est la première fois qu'on le voit par ici et j'espère que ce sera pas la dernière. Eh bah écoute Moyenne, c'était un véritable plaisir, hein, bien évidemment. Et pour citer un de mes copains, t'es vraiment ce qui se fait de pire dans le domaine du moins bien. Ça me fait plaisir. En tout cas, ça reste quand même une scène de dingue. Noumi Rapace nous sort un jeu d'actrice vraiment impressionnant. Par contre, c'est quand même ouf parce que quelque part, elle vient juste d'abandonner son enfant en fait. Bah, c'est quand même sa mère au final. Et elle abandonne son petit poulpe dès la naissance. Comment il va faire pour s'en sortir? Vous vous rendez compte le traumatisme pour lui? Il va grandir sans repère. Attends, mais pour se construire, c'est vachement difficile après. Moi, je dis qu'elle aurait quand même pu lui donner une chance. Je sais pas, qu'il aille au moins jusqu'au bac, tu vois, puis bon, bah après, il se débrouille et il trouve un stage. Enfin bon, elle s'en fout, elle se barre en courant, alors qu'elle vient juste de se faire recoudre, hein, je te raconte pas la douleur. Tiens, on sonne, qui ça peut bien être? Fifield, il est de retour, dis donc, il a pas l'air content. Hein. Bah dis, ils l'ont oublié toute la nuit, hein. Là, il y a de quoi être vexé. Hein. Et du coup, pam, tiens, il déglingue un type. Pam, un deuxième. Fifield s'est transformé en zombie. Alors question, pourquoi? Réponse, pourquoi pas? Ah bah oui, tiens, pourquoi pas? C'est certainement ce qu'a dû se dire Ridley Scott en écrivant la scène. Fifield le zombie se met à dézinguer tout le monde, il se fait rattraper par la patrouille, qui le brûle et l'écrase bien proprement. Écoutez, ça fait quand même plus propre. On retrouve Elisabeth qui se promène tranquillement dans les couloirs, qui ouvre une porte et qui... Mais, attendez... Dites-moi pas que c'est pas vrai? Le vieux tout pourri du PowerPoint du début, Monsieur Weyland en personne. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Et non, j'étais caché dans le placard depuis le début. Énorme plot twist là. Peter Weyland n'était pas mort. En fait, il voulait vraiment voir s'il y a des ingénieurs sur la planète là et il veut les rencontrer. Et ça tombe bien puisqu'il en reste un. Et comme Weyland, il lui reste que quelques jours à vivre, à voir sa gueule, ce serait même plutôt quelques minutes. Hein. Et ben il veut y aller tout de suite là avec David. Oh Père l'épave, tu tiens debout toi? Tu crois que tu vas pouvoir marcher avec tes vieux pieds pourris là? Ah, les jambes dégueulasses. Ah! Mais laissez-le crever, lui, c'est pas possible. Il a déjà un pied dans la tombe, littéralement. Entre parenthèses, on se fout complètement de savoir pourquoi Elisabeth a débarqué à l'arrache, presque à poil et en sang. Personne ne lui a posé la question. Vous vous êtes séparés de Poulpi? Comment vous savez qu'il s'appelle Poulpi? Bah, c'est comme ça que je le rappelais aussi, hein. Après, c'est un poulpe, hein. On va pas l'appeler Jean-Jacques. Ah bah, pourtant, c'est son deuxième prénom. Poulpi Jean-Jacques, oui, non, c'est bien, ça peut devenir à la mode. Hein. C'est bien Poulpi Jean-Jacques. Ouais, moi, je pense que si j'avais une fille, je l'appellerais comme ça. Peut-être qu'elle s'identifiera à un poulpe mâle. Allez, tout le monde repart pour aller voir le dernier ingénieur encore en vie. Pendant ce temps-là, Janek comprend qu'ils sont en fait dans un grand vaisseau et que les jarres contiennent une arme de destruction massive et qu'il ne faut surtout pas les ramener sur Terre. Voilà, merci Janek, hein, franchement. Il y en a enfin un qui a compris. Ils arrivent dans la salle, ils ouvrent la capsule, le type se réveille et hallucine un peu de voir tous ces jouets qu'il a créés être là devant lui à lui parler. Shaw lui demande pourquoi ils les ont créés et surtout pourquoi ils veulent les détruire. Ah ouais, elle est carrément vénère, hein, elle l'insulte même. Sale juif! Ah oui, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les humains ont compris que ce vaisseau-là avec les ingénieurs doit aller sur Terre pour en fait éradiquer l'espèce humaine. N'est-ce pas David? Parfois, pour créer, il faut d'abord détruire. Allez super, toi ça te fait marrer toi. Bah tiens, tu vas crever en premier pour la peine. Alors, on entend moins ta grande gueule. Bon, Monsieur Propre il s'énerve là, il dézingue tout le monde, sauf Liz qui a réussi à s'échapper. Alors que normalement elle devrait juste être incapable de mettre un pied devant l'autre à cause de sa cicatrice de ouf au bide là. Et du coup, Weyland, terminé. Ha! Mais sérieux? Oui, tout ça pour ça quoi. Il n'y a rien. Et voilà. Bon, bah écoutez, hein, je pense qu'on va rentrer. Hein. Là, la soirée se termine, hein, y a plus rien à boire en plus. Et Vickers dit à Janek de mettre les voiles. Sauf que Monsieur Propre aussi met les voiles vers la terre. Liz dit à Janek qu'il faut pas le laisser partir. Il faut l'intercepter! Jamais de la vie, on s'en fout de lui. Il va sur Terre, il porte la mort avec lui! Ah oui, bon bah oui, mais on n'a pas de missile, donc bah écoutez, on va lui foncer dedans. Hein. On va mourir aussi, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et oui, ça aussi, c'est une des choses les plus critiquées du film. Le fait que Janek et ses deux copilotes prennent la décision de se sacrifier, comme s'ils venaient de décider de se faire un petit café, tu vois. Alors, c'est vrai qu'ils ont l'air d'en avoir relativement rien à foutre, tu vois, c'est même un peu ridicule. T'as carrément Bénédicon qui se marre, tu vois. Mais en même temps, ils ont pas le choix. C'est soit eux trois, soit la race humaine entière. Donc au final, le choix, il est hyper vite fait. Ils sont expendables. Moi, c'est pareil, je veux dire, à leur place, clairement, j'aurais jamais fait ça. J'aurais été m'enfermé dans la capsule de survie avec Vickers, là, j'aurais attendu que les choses se calment. Et puis ensuite, bah voilà, hein, j'aurais fait le lit, et puis bah, je me serais attelé à la repopulation de la planète. Hein. Vickers, justement, elle va dans sa capsule et elle s'éjecte, pendant que les autres, ils foncent droit sur le vaisseau ennemi. C'est con qu'ils évoquent un missile à bord. Hein. Ah non, mais les missions scientifiques, des fois, tu prends une arme ou deux, ça peut servir quand même. Et bim, dans ta gueule, E.T. Et alors là, mesdames et messieurs, voici la scène qui peut justifier à elle seule toutes les critiques qui ont été faites sur ce film.
film. Vous la connaissez toutes et tous, hein, j'en suis sûr, hein, c'est désormais un classique dans la grande liste des plus grandes scènes les plus magnifiquement écrites et mises en scène de toute l'histoire du cinéma, avec la mort de Marion Cotillard dans Batman. Eh oui, on n'oublie pas. Le vaisseau tombe au sol et se met à rouler en quelque sorte, et vous avez donc Elizabeth et Vickers qui doivent courir pour lui échapper. Il leur suffirait de faire quelques mètres sur le côté pour pas se faire écraser, mais nos deux merveilleuses Superwoman décident de courir dans le sens du vaisseau. Alors, tout a déjà été dit sur cette scène, voilà, je sais même pas quoi vous dire de plus, à part que je la trouve absolument géniale. T'aurais fait ça dans un sketch des nuls ou des inconnus, ça aurait passé tout seul, mais non, là on est quand même dans un film qui se veut hyper sérieux. Ridley Scott, mais what the fuck? À quel moment dans tout le processus de la création du film, de l'écriture à la post-production, en passant par le tournage et le montage, y a pas une personne qui a dit juste, alors, je dis ça, je dis rien, mais pourquoi qu'elles courent dans le sens du vaisseau? Tu vois, je veux dire, elles peuvent pas faire juste 3 mètres sur le côté, puis c'est tout. Bah oui, mais sinon y a pas scène d'action, enfin! C'est pas compliqué à comprendre, hein. Vraiment, tu réfléchis pas, toi. Hein. Et bien sûr, ce qui doit arriver arrive, Vickers se fait écraser comme une crêpe. Eh oui, ma belle, t'aurais pu survivre facilement, mais non. Tu pourras remercier les scénaristes. Liz s'en sort, c'est la dernière survivante. Elle retourne dans le vaisseau, et qui c'est qu'elle retrouve? Poulpi Jean-Jacques, c'est pas vrai, il est toujours vivant. Et donc, il a bien grandi, hein. Vous avez vu sa taille, c'est fou, hein. Ça grandit, ces bêtes-là. Et de l'autre côté, il y a l'ingénieur qui est là aussi, et qui est pas content parce que vous lui avez pété son vaisseau, bordel. Comment il va y tuer tous les humains maintenant? Mécho ouvre la porte, et Poulpi peut enfin sortir pour lui faire un câlin. Franchement, bah ça fait plaisir, parce que moi j'avais peur qu'on l'abandonne à son sort, le petit Poulpi. Là au moins il peut voir du monde, tu vas pouvoir se sociabiliser un petit peu, bah c'est bien. Et Poulpi décide de vraiment devenir intime avec l'ingénieur, et il lui roule une gamelle. Liz retrouve David dans le vaisseau, et donc vous en faites une drôle de tête. Ah, très drôle, ouais. Bon, remettez-moi en place là. Ça va pas, non? Vous avez perdu la tête? Bon, ça suffit vos jeux de mots de gamin là. Et oui, David il sait où il y a d'autres vaisseaux, et il dit qu'il peut les piloter. Sauf qu'Elisabeth, elle ne veut pas rentrer sur Terre. Ce que je veux, c'est aller chez eux. Ah ouais, elle veut carrément aller sur place pour leur parler et puis comprendre pourquoi ils les ont créés, pourquoi ils veulent les détruire, et surtout pourquoi ils ont changé d'avis. Et c'est à ici que le docteur Elizabeth Shaw, seule survivante du Prometheus, repart aux confins de l'espace avec l'androïde David, toujours en quête de réponse. Et fin, et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Prometheus. Ah non, attendez, c'est pas fini. Non, il y a encore une scène là, regardez. Et oui, Poulpi s'est accouplé avec l'ingénieur. Et regardez ce qui sort du corps de l'ingénieur. Un autre truc encore complètement différent qui ne ressemble ni de près ni de loin au papa ni à la maman, mais qui par contre commence un petit peu à se rapprocher de notre pote le xénomorphe des films aliens. Et voilà, le lien est fait et il sera encore plus évident dans la suite de Prometheus, Alien Covenant, dont PH y consacre sa nouvelle vidéo et que vous devez impérativement aller regarder tout de suite après avoir fini celle-là. Et fin. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur le film Prometheus. Un film un peu de ouf quand même. Je ne déteste pas ce film. Je reconnais que pour un film qui se veut, en tout cas qui est censé raconter des événements qui ont conduit à ceux qu'on connaît dans la saga Alien, c'est quand même assez spécial. C'est vrai que très franchement, j'aurais pas du tout imaginé ça comme ça. Mais en fait, après tout, pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'idée, quoi. Même au contraire, je l'accepte, tout simplement parce que, j'ai pas le choix. On va pas demander à Ridley Scott d'effacer son film et d'en refaire un lui-même. Quoique, t'inquiète pas de t'avoir, on en serait bien capable un jour. De toute façon, dans quelques années, il y a bien une boîte de prod qui va arriver et qui va dire qu'il faut tout refaire. Et ce sera certainement encore pire. Allez, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo arrive très bientôt. Et comme je l'ai dit au début, on reste dans le thème puisqu'on va parler de Alien vs Predator. Sauf si je change d'avis entre-temps. Et je remercie également tous ceux qui continuent à faire des dons sur Tipeee. Je réponds pas beaucoup, mais je lis tous vos messages, je les lis. J'essaierai de vous répondre quand j'aurai le temps, mais merci beaucoup à vous. Je fais enfin une petite dédicace à toi, mon Juju. Merci pour ton super cadeau, qui a une histoire, hein, ta petite pluche Orlando Magix qui vient de là-bas. T'es vraiment un bon salopard. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de cette Enso sur 12 par sec. Ciao.